RFI et France 24 présentent Mardi politique. Retour dans Mardi politique avec notre invitée Laurence Rossignol, donc ministre des Familles et de l'Enfance, et puis des droits des femmes. Donc avec Véronique Rigolet, on a parlé de l'affaire Fillon. Benoît Hamon, donc votre candidat du Parti socialiste, il a été dans le fond au premier poste de la déloyauté vis-à-vis de François Hollande. Est-ce que ça vous pose aujourd'hui un problème, à vous, de le soutenir aujourd'hui ? Ou pas? C'est une situation relativement inédite quand même, faut le reconnaître. Mais enfin, on est dans une présidentielle où il y a tellement de choses inédites, oui. Et dans une situation internationale tellement inédite, tellement elle-même particulière que nous-mêmes, la gauche, nous contribuons à ces situations inédites. Pour autant, il a été désigné dans le cadre d'une primaire qui est une primaire qui a rassemblé beaucoup d'électeurs, puisqu'en deuxième tour, il y a quand même plus de 2 millions d'électeurs, je crois. Beaucoup d'électeurs, sa victoire électorale est nette. Dès lors qu'on a accepté la primaire, ses règles, et ses conclusions, c'est-à-dire la conclusion d'une primaire, c'est qu'on s'engage à soutenir le gagnant. Et Benoît Hamon n'était pas disqualifié à participer à la primaire. On n'a jamais dit seuls ceux qui ont soutenu le gouvernement peuvent participer à la primaire. Peut-être qu'on n'avait pas prévu que c'était ceux qui avaient été les plus opposés au gouvernement qui remporteraient la primaire. Il faut qu'on comprenne, qu'on en tire l'enseignement. Je pense pour ma part qu'on a Manuel Valls que j'ai soutenu et que je ne regrette pas d'avoir soutenu. Je sais pourquoi j'ai soutenu Manuel Valls. A fait une campagne de primaire extrêmement imprégnée et engagée sur la responsabilité d'avoir été Premier ministre et ministre de l'Intérieur pendant ce quinquennat très particulier. Et Benoît Hamon fait une campagne de la primaire où il a parlé à la gauche. Et il a dit aux gens de gauche, voilà, vous avez souffert pendant 5 ans, ça a été un quinquennat difficile. Nous, effectivement, on a eu un quinquennat très marqué par le terrorisme, très marqué par la... Mais c'est la règle des primaires que de parler à sa famille politique, Madame Rossignol. Oui, c'est la règle, mais en même temps, la primaire vise à désigner un candidat à la présidentielle qui, d'après, va devoir parler au pays. Manuel Valls, probablement, a Est-ce que c'est pas le hiatus, le problème de la primaire? Il n'est pas plus dans la campagne présidentielle et pas assez dans la primaire. On verra. On verra ça parce que la primaire débouche sur la candidature à la présidentielle. Et maintenant, Benoît Hamon, effectivement, que je soutiens, qui est notre candidat, n'est pas simplement candidat à être le chef de la gauche, il est candidat à la présidence de la République. Mais alors, ce qui est quand même compliqué pour vous, ces fameux de gauche irréconciliables qui ont été depuis longtemps théorisés, et bien sûr, Manuel Valls a continué de le dire, il y a quand même un océan de différences. Moi, j'en vois 3. Une différence idéologique sur le travail, tous les deux, l'un croit au travail, l'autre pas. Une différence politique sur le bilan du gouvernement. Un le défend, l'autre ne veut pas le défendre. Et enfin, une différence sur la vision. L'un regarde vers Macron et l'un regarde vers Mélenchon. Il y a tout de même, c'est quand même irréconciliable quand on fait ce constat. Alors, sur les 3 sujets que vous abordez, le premier... J'en ai choisi 3, mais bon... Vous avez choisi 3. Pour le faire premier, la synthèse, l'un croit au travail, l'autre n'y croit pas. Je pense que ce n'est pas aussi, ce n'est pas caricatural à ce point-là. Benoît Hamon ne dit pas qu'il ne croit plus au travail. Benoît Hamon observe un certain nombre d'évolutions, les destructions d'emplois à venir liées à la transition numérique. Il part du principe que désormais, il n'y aura probablement pas du travail pour tout le monde dans les mêmes conditions et qu'il faut commencer à nouveau socialisme, une nouvelle vision du socialisme et de la vie. C'est une nouvelle vision des évolutions de la société. Oui. Benoît Hamon se situe dans les mutations de la société. Non, je rame pas parce que je rame d'autant moins que moi j'ai confondé dans le Parti socialiste, à l'époque où j'étais encore parlementaire, un regroupement avec des gens qui aujourd'hui soutiennent Benoît Hamon, d'autres soutenaient Montebourg et encore d'autres soutenaient Manuel Valls qui s'appelait la gauche durable et dont l'objet était l'accompagnement de la transition écologique, démocratique et en particulier tout ce qui se passait dans les territoires. Benoît Hamon, il se situe un peu dans cette filiation-là. Bon, donc il ouvre une réflexion qui existe. Oui, après, la réponse... Vous ne la partagez pas, cette réflexion?
Non, comment vous allez y participer alors, justement, en posant le problème à l'envers? Deuxième chose sur le bilan du gouvernement. Moi, j'ai écouté ce qu'a dit Benoît Hamon depuis qu'il a été élu, qu'il est notre candidat. Sur la question du bilan au gouvernement, il a, lui aussi, il est sorti de la primaire. C'est-à-dire que d'abord, il reprend dans le bilan du gouvernement ce qu'il considère. Il a eu une jolie formule, il a dit tout ce que la droite veut détruire, c'est tout ce qu'on garde. Voilà, d'un certain point de vue, c'est tout ce dont on est fier. Comme la droite s'oppose à nous quasiment sur tout, et s'est opposé à nous sur tout, et n'a quasiment rien voté, à part quelques lois sur la sécurité, d'un certain point de vue, Benoît Hamon, lui aussi, évolue dans son rapport Ça, au c'est bien à quinquennat. vos yeux, alors. Je pense que lui aussi est sorti la du condition, débat de la hein. primaire. C'était la condition. Le Premier ministre avait eu une discussion de ce point de vue assez claire. Et puis Benoît Hamon doit rassembler tous ceux qui ont participé à cette primaire. C'est ce qu'il veut faire Voilà. cette semaine. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Valsis ou Hollandais, on aura Mais des listes. je pense qu'il ne faut pas raisonner en tant que Valsis, Hollandais, en sous-catégorie. Ça, je pense que c'est vraiment On raisonne entre quoi, la très vieille politique. Mais simplement... Entre la social-démocratie et la les vision... 800 000 personnes qui sont venues voter pour Manuel Valls au deuxième tour, qui sont le plus souvent des socialistes légitimistes, qui ont tenu bon pendant les 5 ans, qui n'ont pas toujours été faciles pour les socialistes, et qui, de toute façon, veulent soutenir leur candidat. Et il faut qu'ils se retrouvent dans ce que Benoît Hamon va proposer. Et puis, Alors, Véronique, je voudrais qu'on écoute celle qui le résume, c'est Christiane Taubira, qui, elle aussi, est sortie du gouvernement il y a quelques mois bien sûr, sur la déchéance de nationalité. Écoutez ce qu'elle disait donc ce week-end. Avec toi, Benoît, nous partons à la reconquête des cœurs et des esprits. Nous sommes bien armés, nous avons des atouts, notre histoire, notre vision du monde, nos valeurs, notre projet, ce projet que tu portes avec tant de force et d'énergie. Nous allons redevenir une gauche de combat plutôt qu'une gauche de constat. Voilà, redevenir une gauche de combat, ça veut dire que vous n'étiez pas une gauche de combat, vous étiez une gauche, on va dire, de gouvernement, une gauche de gestionnaire. Je crois que la formule est jolie en termes de balancement de vocabulaire, mais elle n'est pas juste. Ce gouvernement a aussi été un gouvernement de combat. Je prends un exemple. Moi, je porte actuellement une proposition de loi sur le délit d'entrave à l'IVG contre les sites Internet qui développent des mensonges et diffusent des mensonges sur l'IVG pour dissuader les femmes d'IVG. Je peux vous assurer que quand je fais ça, j'ai une conscience absolue d'être dans une posture de combat, étant donné les adversaires que j'ai en face de moi et la manière dont ils résistent. Mais tout à l'heure, je voudrais juste revenir sur ce que vous disiez. Vous disiez, dans ce qui les oppose, Manuel Valls regarde vers Macron et Benoît Hamon regarde vers Mélenchon. Je ne crois pas que Manuel Valls regarde vers Macron. Je pense que Manuel Valls proposait... On va dire idéologiquement. Proposer une position centrale, proche, en tout cas. Une position centrale de la gauche, c'est-à-dire une gauche en situation de gouverner, de rassembler, d'être au deuxième tour et de gagner au deuxième tour. Et Benoît Hamon, aujourd'hui... Je parlais d'une vision de la gauche, vous m'avez bien compris. Oui, mais c'est une vision. Oui, mais ce n'est pas... On parlait d'une vision économique plutôt. D'une vision économique. Non. Benoît Hamon, la vision économique de Benoît Hamon est une vision de transformation. N'est pas social-libérale comme elle peut l'être pour Manuel Valls. Oui, mais je ne sais pas si tous ces qualificatifs avec lesquels on a beaucoup joué pour s'invectiver les uns les autres sur les sociaux-libéraux, les sociaux-démocrates, sont aujourd'hui pertinents et efficaces. Ce qu'on observe, c'est qu'en Europe, comme dans le monde, les social-démocraties sont en crise de projet. Les gauches radicales sont en crise de gouvernance, c'est-à-dire qu'elles existent, elles se créent, mais elles ne gouvernent jamais. Je prends la situation espagnole. Parce qu'elles ne veulent pas faire des sacrifices, demander des sacrifices. Voilà. Nous, c'est sûr qu'avec Manuel Valls, on s'est mis dans l'idée que quand la gauche est candidate, c'est pour gouverner et pour faire avancer, réformer et transformer le pays. Et prendre nos responsabilités dans un contexte international et européen particulièrement difficile. Ces sujets-là seront les sujets de la campagne présidentielle parce que ce sont les sujets qui attendent la France dès le mois de mai ou le mois de juin. Et donc Benoît Hamon les traitera, fera des propositions. Il a commencé sur l'Europe à dire à faire une série de propositions. Et je crois qu'il va... on observe quand même les uns et les autres. Pour la première fois, c'est quoi les primaires? Exercice quand même un peu
étrange dans lequel... Les résultats, surtout pour vous. Voilà. Oui. Mais même... Visiblement. Dans l'exercice, vous voulez dire François Fillon, Oui. qui a été choisi par la droite, qui est venu voter, je suis pas sûre qu'il soit à l'épicentre pour autant du pays. C'est pas parce qu'on est très à droite dans son camp que pour autant on est en capacité de représenter le pays. Et une présidentielle, elle se fait par une alchimie qui vous oblige à aller chercher en dehors de votre propre camp. Ouais. Et je m'aperçois... Donc c'est le hiatus des primaires. Donc vous critiquez le système des primaires, dans le fond. Écoutez, je ne le critique pas, je l'analyse pour le moment. Oui. C'est la première Vous fois, pouvez, qu'on- enfin, c'est la c'est première votre fois droit. où on les fait ensemble, où la droite et la gauche procèdent à des primaires. J'observe que dans les deux cas, les candidats qui ont été choisis n'étaient pas ceux qui occupaient les positions les plus centrales dans leur propre camp, mais c'est ceux qui occupaient les positions Donc ça pousse vers les les radicalités, on va les dire. plus affirmés dans leur camp, les plus radicales, entre guillemets. Oui, mais oui, Benoît oui. n'est quand même pas un garçon Oui. extrêmement radical. C'est un garçon de conviction, mais mais voilà, j'observe ça. Après, la confrontation entre le candidat sorti des primaires et le pays est une deuxième étape dans la campagne. Oui, Pour c'est l'un comme présidentiel, pour l'autre, pour si les on fait races, abstraction oui. des affaires Fillon, de ses affaires, Ouais. dès sa désignation, il a fallu déjà qu'il commence à ajuster son programme, non pas à son camp, mais au pays. Donc en fait, la primaire n'est pas la finalité. La primaire ne donne pas le programme, contrairement à ce qu'on pensait. Ouais. Donc il faut le Elle créer donne le maintenant. candidat. Pourquoi Valls ne va pas donner un coup de main à Hamon au nom du grand rassemblement et de cette gauche de combat que tout le monde appelle de ses voeux alors Écoutez, je conviens Je crois que d'expliquer. Manuel Valls, au soir du deuxième tour, s'est exprimé. Il a apporté son soutien à Benoît Hamon. Il a dit ce qu'il fallait dire pour mettre un terme aux idées des uns et des autres d'aller voir ailleurs comme si l'herbe était plus verte. Il a bien contenu les risques de départ vers le candidat Macron. Manuel Valls il a pris ses responsabilités de candidat battu ce soir-là. Après, je ne suis pas sûre que Benoît Hamon ait envie de passer sa campagne présidentielle avec Manuel Valls à son bras à chaque instant. Mais Manuel Valls est positif à l'égard de la campagne de Benoît Hamon Alors, et il l'aide. Et ceux qui ont été autour de lui pendant Il la l'aide. primaire vont aussi aider Benoît Hamon parce que c'est un sujet collectif. Nous sommes attachés au Parti socialiste, à la gauche et à une gauche de gouvernement capable de rassembler et de faire la synthèse. Un dernier sondage, parce qu'il y a des livraisons quasiment quotidiennes. Quotidien, Ben oui, c'est notre pain quotidien. Les petites phrases et les sondages, le pain quotidien des journalistes. Donc, sondage Opinionway, mais c'est une photographie du jour. Donc, avec les intentions de vote donc, au premier tour, avec une Marine Le Pen qui arriverait donc en tête avec 25%. Ensuite, Emmanuel Macron avec 23%. François Fillon, 20%. 14% pour Benoît Hamon et 12% pour Mélenchon. Donc on voit quand même que bon, il est quatrième, il arrive quatrième, mais ce qui pourrait ringardiser dans cette guerre des gauches, on va dire, plus à gauche que moi tu meurs, Benoît Hamon remporte quand même la PAM et ringardise un peu les solutions mélenchoniennes. Quelle analyse vous faites, vous ? Oui, c'est-à-dire que Mélenchon risque d'être pris à sa propre stratégie, c'est-à-dire que ce qu'il appelle le dégagisme, en gros, Il pourrait Ceballos dégager Dodos, lui-même, il le ouais. dit en espagnol, c'est dehors les vieux, en gros, dehors les éléphants. Il peut être aussi, à un moment donné, victime de cette propre stratégie, Benoît Hamon apparaissant comme un candidat à la fois capable de porter un espoir à gauche, d'une gauche renouvelée, d'une gauche de projet, d'une gauche, moi j'en parle pas le mot utopie, mais d'une gauche de transformation, une gauche qui veut rêver. réinvente, une gauche qui réinvente, je dirais plus exactement, une gauche qui réinvente. Et du coup, Jean-Luc Mélenchon peut se retrouver un peu... Et le deuxième tour, marginalisé. oui. J'aimerais juste qu'on voit aussi le deuxième tour, parce que j'ai pas montré le deuxième tour, donc avec donc un second tour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et là, c'est Emmanuel Macron qui l'emporterait. Donc, cette hémorragie dont on parlait avant l'élection de Hamon, finalement, n'a pas eu lieu. Est-ce que ça veut dire qu'il est urgent d'attendre, que chacun reste... à épier ce qui va se passer. Ça tient au sondage d'Hamon. Hein. S'il chute Oui. dans les sondages, peut-être que l'hémorragie aura lieu. Vous mesurez le risque, j'imagine. Mais je ne vois pas les choses comme ça. D'abord, je me méfie des ralliements... Enfin, je me méfie des démarches individuelles qui viennent renforcer des démarches individuelles. Tout ça ne fait Ça, c'est jamais... Macron que vous qualifiez de Tout ça ne fait démarche. jamais que la somme de démarches individuelles. Moi, je suis engagée en politique depuis que je suis toute jeune. Et la force de la politique, c'est le collectif. C'est la capacité à penser des intérêts communs à ceux qui sont ensemble. Et avec Benoît Hamon, on fait partie du même collectif, qui est le collectif de la gauche, du Parti socialiste, d'une histoire. On est
moi, je regarde avec curiosité, intérêt et en même temps un peu de distance ces deux aventures individuelles d'un part et d'autre, celle de Jean-Luc Mélenchon et celle d'Emmanuel Macron, qui sont des gens autodésignés par la magie de leur charisme. Et je dis qu'en fin de compte, le processus de la primaire, avec toutes les observations qu'on peut faire dessus, tout ce que ça suscite comme réflexion de sociologie politique, est un beau processus parce que notre candidat, il a été élu. Il ne s'est pas autodésigné. Oui, mais vous entendez également comme moi ces ministres qui disent oui, Macron est bien un homme de gauche, c'est lui le mieux placé pour faire passer le second tour de la présidentielle. Il faudra le suivre, hein, c'est ce que dit Bernard Poignant, c'était l'un des conseillers les plus proches de François Hollande, Ségolène Royal a les yeux de chimène pour Macron. Vous voyez bien, il y a ça aussi, ça existe, même le Bernard collectif. Poignant, si Bernard Poignant veut rejoindre Emmanuel Macron... Et Ségolène Royal et Ségolène Royal est Drian. beaucoup plus nuancée que ça dans ses Oui, elle attend de voir encore ce que fera Hamon. Oui. Et il n'y a pas de raison... Vous l'entendez ça aussi comme nous. Mais il n'y a aucune raison aujourd'hui de ne pas faire le choix du soutien à notre candidat issu de la primaire. Il n'a pas failli depuis qu'il a été désigné. Et les sondages qui, tous les jours, vont essayer de nous expliquer qu'il faut qu'on se retire pour laisser le champ libre à Emmanuel Macron, ne vont pas être l'alpha et l'oméga de la stratégie politique. La campagne vient de commencer. Alors, Elle va être courte. Elle va être courte, mais la campagne... Pour Benoît Hamon, il a été investi hier. Pour Emmanuel Macron, on attend son programme. Et on verra au moment de son programme. Vous êtes tenté, vous, par l'aventure Macron? Mais moi, je suis une fille de... Moi, j'aime pas déménager. Voilà, j'ai horreur des déménagements. Donc, moi, je suis élue socialiste. J'ai des élus socialistes autour de moi, des sympathisants, des militants, des gens engagés qui sont attachés à cette histoire de la gauche. Moi, je regarde ce que fait la gauche, Emmanuel elle peut Macron. muter. La gauche peut muter, mais elle peut muter avec des forces politiques qui mutent ensemble. Ensemble. Bon, voilà. Ça, c'est un travail de longue haleine. La présidentielle, c'est dans 80 jours. Une question, puisque c'est là la ministre La précipitation et l'affolement ne servent à rien dans ces moments-là. C'est le sang-froid qui compte. Je m'adresse à la ministre des Droits des Femmes, Laurence Rossignol. Donc, vous avez vu qu'il avait des difficultés, Emmanuel Macron, à avoir des femmes, investir des femmes pour les législatives. C'est pas évident du tout. Comment vous l'expliquez? Est-ce que les femmes sont attirées par la politique? Au contraire, justement, comme c'est un milieu brutal, c'est du sexisme. Je vois que vous avez ce badge sur votre pull. Voilà. Est-ce que ça rebute les femmes, la politique? Et pourquoi? Mais en fait, j'ai observé ce que fait Emmanuel Macron avec bienveillance, c'est-à-dire que il veut la parité. Oui, d'abord, c'est mieux parce que la loi le préconise. Mais il a lancé un appel aux candidats et il n'a eu que 15% de candidates. Et en fait, c'est pas surprenant vu la technique qu'il a utilisée. Il a lancé un appel à des individus. Venez. Et il s'étonne qu'il n'y ait que 15% de femmes. C'est pas étonnant. Comment? Parce que les femmes, parce qu'elles sont prisonnières de représentation, d'inhibition, d'un manque de confiance en elles, de toute une série de choses que vous connaissez, sur lesquelles je ne m'étends pas, pour qu'en politique, elles prennent des responsabilités, il faut qu'il y ait un collectif qui les aide. Et je sais comment on a fait, nous, pour arriver à avoir 35% de femmes députées. C'est que circonscription par circonscription, on a décidé, là, il y aura une femme. Et on avait un collectif qui sont les socialistes, les élus, et on les a accompagnés, on les a choisis, on les a poussés. Discrimination positive à la française. Discrimination positive à la française. Et comme Emmanuel Macron est uniquement sur faites des démarches individuelles, envoyez votre CV, eh ben, les femmes, elles vont pas envoyer leur CV parce qu'elles se disent, mais après, je vais voir qui autour de moi pour m'aider, qui autour de moi pour m'étayer. Et c'est là où, quand on disait il y a un instant, la différence entre le collectif et l'aventure individuelle, ça compte. Il faut du collectif pour que les femmes prennent des responsabilités. Il va peut-être apprendre en marchant, justement. Voilà. Véronique, peut-être sur une question dernière question, peut-être sur le jeune Théo. Le président Hollande s'est rendu à son chevet après encore une nuit un peu agitée. La nuit dernière, un jeune homme qui a été agressé. Oui, qui a été agressé par des policiers. Vous aussi, l'exécutif réclame la fermeté. C'est cette même fermeté que vous réclamez ce soir pour dénoncer les violences faites à ce jeune garçon par des policiers. Mais c'est fait. Ce qu'on a appris est absolument dramatique. Je ne sais pas ce que dira l'enquête, mais ce que ce garçon révèle et ce dont il souffre, s'il y a réellement eu, comme il le dit, un viol, mais c'est l'humiliation sexuelle entre les mains de la police, c'est inacceptable. L'humiliation est inacceptable. L'abus de pouvoir est inacceptable. La police doit agir dans le respect des règles républicaines. Et là, elles ont été
dépassé au-delà de toute limite. Et en tant que ministre des droits des femmes et de l'enfance, je suis révoltée qu'on puisse choisir l'humiliation sexuelle pour un jeune homme comme pour une femme. Merci beaucoup Laurence Rossignol d'avoir été notre invitée. Merci Véronique. Et des remerciements à Pauline Hellman et Audrey Gattoni pour avoir préparé cette émission. À très vite, merci.